à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la puissance libératrice des mots. Lorsqu'on parle d'expression, on peut penser à la musique, au chant, à la peinture ou encore à la danse. Mais certaines choses ont absolument besoin d'être libérées par des mots, qu'ils soient parlés ou écrits. Certes, on arrive à voir au travers de certains dessins d'enfants ou œuvres d'artistes l'expression des souffrances qu'ils ont pu endurer. Mais même ceux qui ont réussi à s'exprimer de cette manière auront tôt ou tard besoin aussi de passer par la puissance libératrice des mots. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux et celles qui s'apprêtent à révéler un secret qui leur pèse, ainsi qu'à ceux qui pourraient faire partie de leur entourage. Lorsque nous réussissons à trouver le courage d'exprimer un secret parfois depuis longtemps retenu, mieux vaut avoir conscience qu'il y aura un certain nombre de réactions dans notre entourage et que nous allons passer par un certain nombre d'étapes. Loin de moi l'idée de vouloir décourager cette libération de parole, bien au contraire, mais plutôt de prévenir pour mieux être préparé. Et bien sûr, je ne saurais trop vous recommander de vous faire accompagner d'un thérapeute tout au long de cette démarche. Observons donc les différentes réactions des différentes parties. En premier lieu, je vais vous parler de la réaction de ceux que je nomme les contredisants. Ils sont impliqués directement ou indirectement. En tout cas, ils sont dérangés par cette parole libérée à différents degrés et pour différentes raisons. Les contredisants directs sont ceux qui sont directement impliqués par votre récit, ceux que vos révélations mettent en accusation. Ils vont le plus souvent non seulement nier les faits, mais en plus, pour tenter de renverser la situation bien couramment, ils vous dénigreront et vous feront passer pour une personne fragile, instable, menteuse, voire folle, en tout cas non crédible. D'autres choisiront une tactique différente, un peu plus subtile, en reconnaissant les faits dont vous les accusez, mais ça ne sera que pour mieux les minimiser, en tentant de vous persuader, vous, ainsi qu'éventuellement votre entourage, que ça n'est finalement pas si grave que ça. Et puis, c'était il y a si longtemps. En résumé, je te demande pardon, on n'en parle plus et on passe au plus vite à autre chose. D'autres encore vont tenter de jouer sur les deux tableaux. Nier d'abord, puis si vous apportez vraiment trop de faits probants, ils minimiseront ensuite. Un peu facile tout ça, vous me direz. Mais lorsqu'on a beaucoup à perdre, tout se tente, surtout lorsqu'une possible peine de prison plane au-dessus de sa tête, ou ne serait-ce qu'une mise au ban de la société, de la famille ou des amis. Ces deux réactions sont très déstabilisantes. Celle de celui qui nie et dénigre est violente. Pour vous en protéger, la meilleure posture à adopter est de prendre du recul. Le fait d'être préparé à cette possible et courante réaction vous y aidera, bien sûr, mais il va falloir prendre grand soin de vous, vous traiter avec douceur et avoir bien conscience que les paroles blessantes que vous risquez d'entendre ne sont qu'un minable petit moyen de défense d'une personne qui n'a pas le quart du courage que vous avez et que vous êtes en train de démontrer là. D'un autre côté, la réaction de celui qui minimise est perverse. En tant que victime, on peut facilement s'y faire avoir. Bien souvent, cette personne à qui vous reprochez des faits de malveillance, de maltraitance ou les deux en même temps
est un proche, possiblement quelqu'un de la famille ou un ami, donc quelqu'un avec qui il y a de l'affect. De là, il est facile de tomber dans le piège avec une réaction d'empathie, en considérant que si votre bourreau reconnaît les faits, c'est qu'il a pris conscience de la gravité et de l'impact de ce qu'il a fait. Insidieusement, les rôles bourreau-victime s'inversent. Il se trouve et vous lui trouvez des excuses, des circonstances atténuantes. Vous risquez d'être influencé non seulement par empathie, mais en plus, parce que vous aussi, dans le fond, vous aimeriez que ça ne soit pas si grave que ça. Vous aimeriez pouvoir passer à autre chose, au plus vite. Oui, mais avec un tel raisonnement, d'abord, vous n'êtes plus focalisé sur la bonne personne à protéger, à savoir vous-même, et ensuite, ça n'est sûrement pas à vous de prendre en charge le mal-être de votre bourreau. Gardez bien ça en mémoire. C'est ce lien affectif qui, même dans le cas de violences subies dans l'enfance de la part d'un des parents, rend la prise de conscience compliquée. Vous pouvez même en arriver à douter d'être une victime et seulement une victime, alors que vous n'étiez pourtant qu'un enfant. Autre exemple, par amitié ou par amour, vous pouvez mettre du temps avant de réaliser dans quel piège vous êtes tombé, comme cette collègue de travail avec qui vous avez un lien professionnel idyllique depuis des mois, à tel point que vous êtes devenus amis, et qui, insidieusement, commence à vous balancer des vacheries, des petites au départ, sous prétexte de plaisanterie éventuellement, puis de plus en plus grosses, au point de vous blesser à répétition. Mais au nom de votre amitié, vous ne dites rien, vous encaissez, en espérant retrouver la belle entente des débuts. Cette prise de conscience peut être si compliquée à faire que certains ne la feront même pas dans cette vie. Je fais allusion là à de très lourdes agressions qui provoquent une amnésie traumatique, cette capacité qui permet à notre mémoire de disjoncter pour nous protéger momentanément. Des mots MAUX divers et variés apparaîtront, mais les personnes concernées seront incapables de mettre des mots MOTS dessus. Heureusement, le voile de l'oubli peut finir par se lever, souvent progressivement, pour permettre d'entamer le processus de guérison. Pour dépasser un traumatisme, la première des choses, c'est être capable de reconnaître soi-même ce traumatisme. Il n'y a pas de secret. Avant de pouvoir transcender cette mauvaise, voire terrible expérience, avant qu'elle ne devienne une richesse pour vous, avant de transformer le plomb en or, il vous faudra passer par reconnaître pleinement vous-même ce que vous avez vécu. Ça demande de l'introspection, beaucoup de courage, mais c'est incontournable et ça fait partie du processus de libération. Reconnaître ce que l'on a vécu, c'est se rendre justice. Il y a la justice des tribunaux, il y a pour certains la justice de Dieu ou le karma pour d'autres, mais la première des justices, c'est celle que l'on se donne à soi-même dans la pleine reconnaissance de ce que l'on a vécu. Souvent l'écriture, sur plusieurs jours, pour laisser des temps de décantation, accompagnés de plusieurs relectures à voix haute, est très aidante pour atteindre cette auto-reconnaissance, puisqu'elle va demander réflexion et introspection. Autre point de vigilance à avoir, si vous vous rendez compte que vous êtes dans une posture d'évitement, ce qui arrive couramment, que vous avez envie de refermer ce chapitre douloureux au plus vite, voire trop vite, en brûlant les étapes, n'oubliez pas que c'est humain.
Là, c'est de bienveillance vis-à-vis de vous-même dont vous aurez besoin. Le courage pour avancer et la bienveillance lorsque vous serez bloqué ou dans l'évitement pour vous donner le temps de souffler avant de mieux reprendre votre avancée. Vous serez à la fois le guerrier valeureux et la douce mère. Ensemble, ces deux parts qui coexistent en vous prendront soin de votre enfant intérieur blessé pour l'accompagner dans la réparation. Souvent, cette avancée se fait en plusieurs étapes. Ne soyez pas surpris. Votre inconscient libère au fur et à mesure ce que vous êtes capable d'accueillir. Pas à pas, à votre rythme, vous avancez sur ce magnifique chemin de libération. Revenons aux contredisants. Nous venons de voir les contredisants directs, mais il y a aussi les contredisants indirects, ceux qui ne sont pas mis en accusation, mais que votre révélation va venir déranger dans leur petit monde. Je vais prendre un cas très fort en exemple. Si vous révélez avoir subi un inceste de la part de votre père, comment vont se positionner votre mère, vos frères et sœurs, votre famille face à cette révélation? Vont-ils vous soutenir, vous traiter d'affabulateur, minimiser votre histoire ou encore faire l'autruche? Il y a aussi l'exemple plus précis de cette jeune femme marquée durant son enfance par la violence d'un père qui s'était promis de ne jamais subir la violence d'un homme ou de qui que ce soit d'ailleurs. Le jour où son compagnon l'a rouée de coups, elle a eu le courage de partir immédiatement, se réfugier chez sa mère, étant persuadée qu'elle était bien placée pour comprendre la situation. Lorsqu'elle arriva chez sa mère, cette dernière lui dit en parlant du compagnon de la jeune femme : « Tu sais, tu devrais y retourner, il est vraiment très malheureux, il te cherche partout. » Les réactions des uns et des autres sont parfois bien surprenantes. La vérité peut déranger et révèle certaines natures en positif comme en négatif. Par cet exemple, vous comprenez à quel point la posture de l'entourage peut être déstabilisante et peut venir rajouter une couche supplémentaire. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous recommande de ne pas rester seul face à cette démarche et de vous faire accompagner d'un professionnel. Suite à une parole qui se libère, l'entourage a le choix de se positionner comme un soutien, un contredisant direct ou comme un sceptique. Dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour démontrer votre bonne foi au contredisant indirect. Il a fait son choix de positionnement, il n'en bougera probablement pas. Cependant, il existe une clé de compréhension que vous pourrez leur fournir, mais qui sera surtout intéressante à donner au sceptique, celui qui ne sait qui croire dans cette situation. Cette clé, qui n'est somme toute que de la logique et du bon sens, ne leur viendra pas forcément tout de suite à l'esprit, compte tenu des circonstances perturbantes pour eux aussi, émotionnellement parlant. Cette clé, c'est plus précisément une question à appliquer aux différentes parties impliquées. Demandez-vous quel intérêt a cette personne à dire cela et du coup, quel intérêt a cette autre personne à dire l'inverse. Qu'ont à gagner ou à perdre les parties qui s'opposent ici? Il s'agit de comprendre les intérêts de chacun pour que souvent tout s'éclaire. D'ailleurs, cette question clé s'applique à toutes les échelles, du conflit familial au conflit mondial en passant par le conflit professionnel, bref, partout où les expressions individuelles ou collectives sont mises à mal. Petit conseil supplémentaire destiné aux sceptiques.
pour accueillir une révélation. Comme il faut du courage pour révéler un secret, parfois il faut aussi du courage pour accueillir une nouvelle vérité qui potentiellement peut bouleverser sa vie et ses fondements. Il s'agira non seulement de rester lucide et entre autres pour ça de garder à l'esprit que quelqu'un qui a beaucoup à perdre est capable des pires mensonges avec un aplomb incroyable. Ensuite, le nombre de personnes de part et d'autre de cette parole dévoilée ne détermine en rien la vérité. Une personne peut dire vrai alors qu'en face plusieurs autres préféreront mentir pour cacher leurs méfaits, leur complicité ou ne pas perdre leur petit confort ou avantages divers et variés. Autre point important, l'ego. L'ego, ou autrement dit la fierté mal placée, va aussi jouer un rôle déterminant. Prenons l'exemple d'un frère qui frappe sa sœur, et leur mère qui demande, à sa propre fille donc, de ne pas ébruiter cette affaire, par peur du qu'en dira-t-on. Ça n'est malheureusement pas rare du tout que pour éviter une soi-disant honte sur la famille, on demande à une victime de garder le silence. L'ego peut même empêcher les victimes elles-mêmes de parler. Encore une fois, par peur d'être jugée, par peur du qu'en dira-t-on, une victime préfère parfois se priver d'une parole libératrice et reconstructive plutôt que de prendre le risque d'être prise pour une personne faible ou menteuse. Comme dans le cas d'une personne battue par son conjoint ou d'une autre harcelée dans le cadre de son travail. Honte et sentiment de culpabilité sont des manifestations typiques de l'ego. Il sera même plus facile de reconnaître et de dénoncer les violences que d'autres ont subies qu'être capable d'ouvrir les yeux sur les violences que l'on subit soi-même. Encore une fois, c'est l'ego qui fait barrage. Réussir à exprimer et à libérer une vérité profonde est un grand dépassement de ses propres limites, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre au grand jour quelque chose resté dans le silence jusqu'alors, mais il va falloir ensuite en gérer les conséquences, les réactions et les changements provoqués. Vous l'aurez compris, votre ego va tenter de vous influencer, mais c'est votre cœur qui protège votre enfant intérieur blessé qu'il faudra savoir écouter. Vous aurez sûrement l'impression de vous retrouver nu, complètement vulnérable. Réalisez qu'en fait, d'abord, ce n'est qu'un passage, mais surtout, vous quittez ce pesant manteau tissé de blessures, de honte, de secrets et de plomb pour vous offrir une magnifique nouvelle tenue faite de liberté, de fierté, d'amour, d'or et de souveraineté. Et puis, grâce à votre courage, à votre parole libérée, vous serez surpris de constater que les mots MOTS, libérant cette énergie bloquée, vont faire lâcher des mots MAUX, comme des maux de gorge, des tensions au niveau des mâchoires, de la nuque, du dos, du ventre, sans compter les problèmes d'insomnie, de crise d'angoisse ou de fatigue chronique, ou encore des problèmes de peau, de troubles hormonaux. La liste peut être longue. Pour tenir le coup durant cette période de libération, pour garder une haute énergie, cultivez le beau dans votre cœur en pratiquant vos activités ressources selon votre sensibilité. Méditez, marchez ou courez en pleine nature, jouez ou écoutez de la musique, dansez, dessinez. Surtout, soyez fiers de vous, fêtez cette parole libérée, peu importe qu'elle ait été entendue ou pas, qu'elle ait produit l'effet escompté ou pas. C'est déjà une grande réussite en soi. Voici maintenant venir le moment ultime de la transformation. Encore une fois,
Tout le monde ne fera pas cette transformation parce que c'est une décision à prendre, un choix à faire. Tout le monde ne fera pas ce choix, mais je vous souhaite profondément de le faire. Certains vont faire un autre choix, celui de reproduire ce qu'ils ont subi pour en quelque sorte sortir du camp des victimes et des faibles pour faire partie du camp des forts, malheureusement donc du camp des bourreaux. Cette vision n'est bien sûr qu'un leurre à soi-même et elle est largement discutable. D'autres restent bloqués dans la plainte. C'est une façon de sortir d'eux ce dont ils veulent se débarrasser. Mais en réalité, le travail d'évacuation ne se fait pas. Au contraire, puisqu'ils le nourrissent encore et encore en l'évoquant de façon récurrente. L'humain a souvent une propension à cette attitude. Il est important d'exprimer son mal-être, bien sûr, mais ça doit rester un passage et pas un blocage. Cette posture de plainte donne la responsabilité et donc le pouvoir à l'autre. Avez-vous vraiment envie de donner le pouvoir à votre bourreau? Alors reprenez votre pouvoir. Voici une nouvelle clé pour ça. Il s'agira de prendre du recul sur votre situation pour être en capacité de voir tout ce que vous avez gagné grâce à la mésaventure que vous avez vécue. Ceci est une grande étape vers votre renaissance. Comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est le moment de la transformation du plomb en or. Nous avons naturellement tendance à mieux voir les points négatifs que nous développons suite à un traumatisme que les points positifs. Et pourtant, pour permettre la disparition du négatif, il est indispensable maintenant de prendre conscience du positif et de le mettre en lumière. Ou autrement dit, de choisir d'effacer l'obscurité du moi pour accepter la luminosité du soi. Alors, allons-y, listons. Déjà, la première qualité que je vois et que nous avons déjà évoquée plusieurs fois, c'est le courage. Un traumatisme vient éprouver notre courage, notre force intérieure, notre capacité à surmonter les épreuves et à nous adapter face à l'adversité. Nous gagnons donc en confiance, en estime et en fierté, mais aussi en humilité et en sagesse. Ensuite, on peut parler de l'empathie. Nous devenons naturellement plus en capacité à comprendre l'autre et ses difficultés, et nous développons patience, douceur et envie de venir en aide aux autres. Nous pouvons aussi, dans certains cas, développer des perceptions subtiles lorsque, par exemple, dans une situation de violence domestique, une hypervigilance est mise en place et a développé nos antennes. Par exemple, je cite, « Dès qu'il rentrait à la maison, simplement à sa façon de claquer la porte d'entrée, sans même avoir eu besoin de le voir, j'avais une idée assez précise de la façon dont la soirée allait se passer. » Certes, dans ce cas, c'est la peur qui, au départ, fait développer cette capacité, mais aujourd'hui, cette capacité est acquise pour toujours et elle continue à se développer. Et puis, nous sommes plus qu'avant en mesure d'apprécier la beauté, la simplicité et la paix. La beauté d'une relation authentique avec une belle personne ou avec un animal. La beauté d'un beau moment, la beauté d'un bel endroit. Nous devenons des fins gourmets de la vie. Nous connaissons la valeur d'une connexion profonde et sincère à l'autre. Et nous éprouvons de la gratitude pour ça. Cerise sur le gâteau, cette gratitude fait monter notre énergie et notre bonne humeur.
Dernier point, pour un bon équilibre dans notre vie, nous développons souvent aussi notre créativité. Pour tous ceux et toutes celles qui auraient déjà franchi l'étape de la libération de parole, n'oubliez pas de faire l'étape de la liste de vos nouvelles capacités pour constater écrit noir sur blanc la preuve de votre résilience. C'est accepter la métamorphose qui permet au soi de renaître. La conscience et la liste de toutes vos nouvelles qualités acquises va vous permettre de passer plus facilement à la dernière étape. Vous êtes maintenant en capacité de pardonner et de remercier vos ennemis. Pas facile, vous me direz. Prenez le temps qu'il vous faut, mais grâce à la liste établie précédemment, vous savez que vous avez véritablement des raisons de les remercier. Ayez conscience que vos pires ennemis sont les plus à même de vous permettre de faire des bonds évolutifs bien plus que vos meilleurs amis ne pourraient le faire. Parce que vos ennemis vous bousculent et vous mettent dans l'inconfort comme jamais vos amis ne le feraient. Alors pardonnez, remerciez et voyez votre mésaventure comme un cadeau de la vie pour qu'elle se transforme en super aventure et fasse de vous un super héros, une super héroïne, un guerrier ou une guerrière de lumière, un être souverain. Voilà tout ce que je vous souhaite avec tout mon amour.